Bonjour Léonora Miano. Bonjour Olivia Mais Gesbert. votre première obsession, c'est l'amour, et on le sent aussi Oui. dans ce roman où l'amour coule à flot. Un homme et une femme, Ilunga et Boya, deux êtres presque irréprochables. Ils sont beaux, ils sont séduisants, ils sont généreux. On vous sent presque amoureuse de vos personnages. Je les adore, je sais déjà que je vais les reprendre. C'est vrai? Oui. Connaîtrons une suite. Ah oui, absolument. Je ne suis pas censée le dire. Mais oui, je m'y suis beaucoup attachée, et je pense que les lecteurs auront envie de savoir ce qu'ils deviennent, eux et les autres. En attendant, on fait connaissance avec eux Faisons dans Rouge connaissance. Impératrice. Place à l'amour et place à une forme de réconciliation entre les êtres dans ce nouveau roman sous forme de saga afro-futuriste. Qu'est-ce que l'amour? Ce que l'amour pour vous ne devrait pas être, en tout cas vous l'écrivez, une association de malfaiteurs contraints de se salir mutuellement pour se tenir l'un l'autre à tout jamais. L'amour vrai, c'est celui pour vous qui permet de s'accomplir, Léonora Miano. Je pense qu'il faut s'être accompli avant. Je pense qu'il faut s'aimer avant d'aimer quelqu'un. Donc il faut se réaliser, il faut se connaître. Il faut être une personne entière qui ne cherche pas forcément. Le compagnon, c'est pas la moitié, c'est pas notre moitié. C'est un alter ego. C'est justement un compagnon, c'est pas quelqu'un qui nous complète. On est déjà complet. Et j'espère que Boya et Ilunga sont des êtres complets au moment où ils se rencontrent et que c'est pour ça qu'il se passe quelque chose entre eux absolument intense et magnifique. Ils ne viennent pas se soigner l'un par l'autre. Ils viennent s'apporter l'un à l'autre. Ce n'est pas la même chose. Boya, vous l'avez imaginé à l'image de qui? Alors, à l'image de qui? Est-ce que je peux répondre à cette question? Est-ce que je peux dire la vérité? Disons que c'est un peu mon... C'est pas exactement la personne que je m'imagine être, mais qu'elle me ressemble un peu parce que c'est une intellectuelle, une femme qui pense, qui a un métier, qui fait quelque chose qui pourrait être important et qui en même temps a une spiritualité intense et ce besoin de spiritualité. Donc c'est quelqu'un qui vit sur deux registres différents, qui dans nos sociétés actuelles sont considérés comme pas totalement antagonistes, mais quand même qui se marient pas de façon évidente. Et elle a trouvé une harmonie entre les deux, et j'espère atteindre cette harmonie. En la fabriquant, je peux observer l'éventuel fonctionnement des deux polarités ensemble. Est-ce que ça tient? Est-ce que ça tient sur la durée? Parce qu'effectivement, elles peuvent parfois se nuire, ces deux polarités-là, se contrecarrer puissamment. Ça, vous l'avez éprouvé, la rencontre un peu conflictuelle de ces deux registres, de ces deux polarités, en vous aussi, de cette à la fois de la rationalité, des croyances. Que mettez-vous derrière le terme de spiritualité? Je mets C'est inexplicable. Je mets l'appréhension métaphysique du monde, l'acceptation de l'irrationnel, de l'irrationnel d'une part, d'irrationnel au moins. Est-ce qu'elles sont en conflit en moi? Je dirais pas exactement, parce que quand on écrit des romans, justement, on a le droit de les mêler. Je fais beaucoup ça. Et je laisse les gens dire que c'est du réalisme magique et pas vraiment ma manière de voir le monde, alors que c'est ma manière de voir le monde. Là où c'est peut-être plus compliqué, c'est que depuis longtemps, je me rêve parfois grande prêtresse, fondatrice de communauté, et que je vois pas encore comment faire écrivain en même temps. Voilà. Donc, j'ai pas encore trouvé le moyen d'être chaman et écrivain véritablement dans la vie de tous les jours. Vous l'avez trouvé dans le roman. Voilà, Peut-être dans pas le dans la roman, vie, c'est parce que possible. là, vous créez communauté. Dans le très roman, clairement. oui, je fais ça tout le temps. Oui, Ouais. vous inventez même des continents dans celui-ci, Rouge Impératrice. Vous disiez qu'il faut déjà s'être un peu connu, rencontrer soi-même pour pouvoir entrer en contact avec l'autre. Ils se De décrivent... façon saine, en Oui. tout cas. Là, ils se décrivent quand même, où ils ressentent l'un et l'autre, vos deux personnages, Ilunga et Boya, ce petit quelque chose qu'on appelle être l'âme sœur. Et ce petit quelque chose qui fait la différence et qui se reconnaît, paraît-il, parfois au premier coup d'œil. C'est en tout cas comme ça que le chante Dame Shirley Bassey.
Something in the way he moves attracts me like no other lover. Something in the way he woos me. I don't want to leave him now. You know I believe in how. Somewhere in his smile he knows that I don't need no other lover. Something in his style that shows me I don't want to leave him now. You know I believe in how. You're asking me will Harlem grow? I don't know. You stick around now, it may show. I don't know. Ce something que chante Shirley Bassey, avez-vous appris, vous, à le reconnaître, Léonora Miano? Oui, je pense maintenant, oui. Ouais. J'ai appris. Quelle voix avait? Quelle voix elle Quelle a, cette voix femme, hein, Shirley Bassey? C'est Ah, fantastique. extraordinaire, chanteuse de mon enfance, qui a bercé mon enfance, je l'aime beaucoup. Et pas uniquement avec Goldfinger. Ah non, pas uniquement avec Goldfinger, avec des albums entiers. Et puis c'était une époque où justement on écoutait des albums de musique entiers en famille. On s'asseyait, on faisait vraiment ça, on écoutait la musique. Chez vous, l'amour, Léonora Miano, se niche dans la rencontre des corps, dans la sensualité des mouvements. On sent que vous avez pris plaisir à écrire aussi la rencontre amoureuse et charnelle entre vos deux personnages. Absolument. Ilunga voulait une nuit qui en pèse 40 dans leurs souvenirs, écrivez-vous. Et la suite? Davantage même, car il y avait eu 4 fois 10 soirs et autant de matins jusqu'à leur retrouvaille. La prenant par la main, il l'entraîna dans la salle de bain, sous la douche. Elle acheva de le déshabiller en hochant la tête. « Tu trouves qu'on est trop chaud ?» La première fois, elle prenait d'habitude une part active aux ébats, cette méthode lui permettant de faire connaître ses préférences à son partenaire. Le talent de l'amant pouvait se révéler insuffisant si d'aventure on le laissait procéder à sa guise. Bien des hommes, convaincus de l'existence d'une femme générique, ne se donnaient pas la peine d'étudier le cas particulier qui se présentait à eux. Cependant, le regard franc d'Ilunga, son attention aux réactions de son corps tandis qu'il la touchait sous l'eau, l'incitait à penser qu'il composait mentalement une symphonie pour la voix de celle qu'il tenait dans ses bras. Elle nota aussi qu'il se passait de savon, cherchant à faire un peu tomber la fièvre sans que soient perdues les conséquences olfactives de leur embrasement. Une fois séchée, la peau de chacun retrouverait toute sa richesse, toute la richesse de son langage. Boya laissa faire. Alors, il n'y eut pas de baiser, pas encore, ni de caresses trop appuyées, pas encore. La chambre d'Ilunga était une pièce élégante, avec son mobilier ancien de bois brut, ses murs grège foncés, le jeté de lit dont la couleur rappelait un ciel pluvieux. Elle n'eut pas le temps d'apprécier tout cela. Il lui fut en revanche donné de découvrir l'habileté de l'homme, la longue exploration qu'il souhaitait leur offrir. Les lèvres sur les siennes, il la pria de retenir ses cris, de préférer un temps l'implosion à la déflagration. C'était la première fois qu'il lui était suggéré de se concentrer sur son plaisir, sans chercher à l'extérioriser, sans se soucier de stimuler celui de l'homme. La première fois aussi que chaque millimètre de sa peau atteignait ce point d'incandescence sous la caresse d'un amant.
Merci, Léonore Miano. Vous Avec prenez le plaisir. temps dans votre lecture, mais vos personnages prennent aussi le temps d'apprendre à se connaître. Est-ce que le secret n'est pas là, justement, la femme générique dans le regard des hommes, la femme générique aussi pour les femmes elles-mêmes parfois, avec l'importance qu'on renie, qu'on n'entend pas suffisamment aujourd'hui, de prendre son temps, celui de connaître son corps. Est-ce que vous pensez que le corps féminin est encore trop souvent objet de fantasmes et qu'on devrait tous en passer par cette réappropriation? Ah oui, objet de fantasme, très certainement. Euh, Est-ce qu'il faut même parler de réappropriation? Mais je pense qu'il ne faut pas parler simplement de connaissance de soi, que quand on grandit, on doit apprendre ça. On devrait nous enseigner, voilà, le fonctionnement de notre corps, de tous ses états, d'aimer ce corps, de le comprendre, euh, de connaître ce qui lui fait plaisir dans toutes les possibilités qu'il y a dans le plaisir, de savoir se donner du plaisir à soi-même aussi, que ce ne soit pas interdit, que ce ne soit pas tabou, parce que je pense que ça commence par là, et que d'ailleurs on le fait très spontanément quand on est petite fille. On se donne du plaisir, et puis parfois quelqu'un vous surprend et vous dit que c'est mal. On ne devrait pas dire que c'est mal. On devrait peut-être dire que ça nous appartient et qu'on ne doit pas être vu, peut-être, mais pas que c'est mal. En tout cas, oui, toutes ces choses sont très importantes et de connaître profondément son intimité, même de la regarder, si on peut la regarder. Moi, j'ai fait ça très tôt, de regarder mes parties intimes dans un miroir, de m'accroupir pour regarder comment c'était, savoir ce que voyaient les garçons, en fait, ce qu'ils verraient. Et peu de filles le font, je crois, s'autorisent à le faire, n'y pensent pas nécessairement. Enfin, il faut que toutes ces choses soient naturelles. Pas des plaisirs coupables, Voilà, pas de une honte, ouverture, une curiosité voilà, qui soit jugée malsaine par ce n'est pas certains. sale, c'est votre corps. Ce n'est pas sale, c'est votre corps, c'est vous. Donc connaître tout ça, les odeurs, tout. C'est pour ça que dans ce roman, vous bâtissez aussi une maison des femmes où l'on entre, nous, dans les pas de votre héroïne, Boya, ce lieu où les femmes seraient initiées aussi à leur corps, à leur féminité, à la maturité par leurs aînés, par d'autres femmes. Vous Oui. écrivez cette phrase qui est quand même très forte, « Le monde émerge des ténèbres quand s'ouvre le sexe de la femme ». Et je ne l'ai pas inventée, cette phrase. Cette phrase, elle existe vraiment dans des rituels féminins au sud du Cameroun. Et je l'ai trouvée magnifique. Je n'ai pas non plus inventé ce rituel de défloration où l'hymen est offert à des femmes plus âgées plutôt qu'au premier amant homme. Et oui, moi, c'est quelque chose qui m'a manqué. Je pense que la partie de moi qui aime tellement donc la métaphysique, les savoirs féminins ancestraux, tout ça, et qui a plutôt grandi dans un environnement urbain très occidentalisé, mais dans le mauvais sens du terme, parce que l'Occident aussi a connu ces pratiques. Bon, le monde entier, les femmes du monde entier les ont eues en réalité. Hein. Ben, ça m'a manqué d'appartenir à une société de femmes où j'aurais été initiée par des femmes à des savoirs féminins avant d'entrer dans le monde. J'aurais beaucoup aimé ça, être entourée par des femmes. J'ai toujours eu l'impression, moi, quand j'étais petite, lorsque je voyais des femmes adultes assemblées, qu'il y avait entre elles des secrets et qu'elles ne les transmettaient pas. D'autant que nous étions élevés, mes sœurs et moi, en français, et que souvent notre mère et ses sœurs, par exemple, se parlaient en langue douala, qu'elles ne nous parlaient pas à nous. Donc ça accentuait d'autant ce sentiment d'être exclu de quelque chose, d'un savoir qui ne nous a jamais été transmis. Et donc aujourd'hui, lorsqu'elle lit mes livres, ma mère est étonnée de mes connaissances, mais ça m'a tellement manqué que j'ai cherché partout. Et donc, évidemment, j'ai fini par trouver ce qu'on ne m'avait pas dit. C'est aussi une transmission positive. On parle beaucoup depuis le début de la vague MeToo de cette libération de la parole, qui est importante aussi, mais qui est peut-être plus politique aussi, sur apprendre à dire oui, apprendre à dire non, sur l'importance du consentement. Oui, c'est très compliqué parfois, cette question du consentement. Et j'ai pas de parole intelligente là-dessus parce que j'ai trop connu dans ma vie l'agression sexuelle, trop tôt et trop longtemps.
C'est-à-dire que je n'ai pas été violée à plusieurs reprises, je l'ai été fréquemment et durablement. Donc je ne peux pas parler de ces questions de manière, simplement théorique. Je crois qu'il y a trop de sensibilité lorsque j'aborde ce sujet et que j'ai même le sentiment qu'on peut donc effectivement essayer d'avoir une parole théorique, mais qu'en réalité, pour celles qui l'ont vécu, ça reste toujours quelque chose de très unique et personnel. Et donc, quand ça vous est arrivé plusieurs fois, justement, vous connaissez différents états de consentement ou de non-consentement. Et par exemple, est-ce qu'on peut dire que si ça vous arrive fréquemment, si par exemple vous êtes aux prises avec, disons, un tortionnaire qui est sous votre toit, le jour où vous ne vous débattez pas, ça ne veut pas dire que vous consentez. Simplement, vous êtes fatigué et vous allez laisser passer ça. Mais si vous allez au tribunal, on dira elle ne s'est pas débattue. Hein, on dira, voilà, c'est ce qu'on dira. Hein. C'est très très compliqué cette question et il faut vraiment travailler sur ces choses. Et peut-être qu'on n'aura jamais de réponse tout à fait satisfaisante, et qu'on n'aura jamais de réponse tout à fait qui marche pour tout le monde, et qu'il faudra accepter d'entendre toujours, lorsqu'on écoute les femmes, mais aussi les hommes ou les petits garçons qui sont agressés sexuellement, accepter que ce soit toujours une parole unique, un cas unique qui se présente à nous et le traiter comme tel. Toujours entendre la sensibilité particulière qui vient. Et ça, je ne sais pas quelle formation on peut donner aux gens pour faire ça. C'est compliqué, mais il faudra y arriver. C'est très important parce que le viol est quelque chose qui peut être qui peut être destructeur. On y survit. Hein, je suis là et je ne me vis pas comme une victime, je ne me présente pas comme telle. Mais ça peut faire des ravages et chez tous ceux qui survivent bien ou moins bien, ça laisse des traces indélébiles. C'est quelque chose qui vous marque à vie. Et on entend, quand vous dites, Léonore Amiano, trop de sensibilité, on entend aussi un trop de culpabilité qui revient parfois aussi chez certaines, dans la parce voix que, des femmes. Ouais. Oui, mais parce que souvent d'ailleurs les femmes sont les premières à vous culpabiliser. Quand vous êtes une jeune fille, on vous dira « Mais pourquoi es-tu allée chez ce garçon toute seule? Pourquoi y es-tu allée habillée de la sorte? Que cherchais-tu? C'est toujours toi qui cherches. Ce n'est pas le garçon qui a fait, c'est toujours ta faute. » Et alors, si la jeune fille a le malheur d'être enceinte, alors c'est vraiment quelque chose. Et on ne parlera jamais du garçon, très rarement. Et la parole la plus dure émanera souvent de femmes. Mais quand on grandit, on comprend aussi que ces femmes, lorsqu'elles s'adressent à nous, eh ben, c'est pas à nous qu'elles parlent. Elles parlent à la jeune fille qu'elles ont été, qui a fait les mêmes choses. Elles parlent à leur propre solitude à ce moment-là. Elles parlent à l'incompréhension qu'elles ont aussi dû affronter, au rejet. Voilà, c'est une chaîne infinie hein, d'incompréhension entre femmes et de difficultés à se consoler mutuellement. À dire simplement, moi aussi, je suis passée par là, et puis, tu sais, c'est grave peut-être, mais on s'en sort. Juste de dire ça à une jeune fille, ce serait très important. France Culture, il est 12h21 avec Léonore Amiano, notre invitée à l'occasion de la parution de son roman Rouge, si rouge. Vous êtes avec nous jusqu'à 13h30. Musique. Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Me and my girl, we got this relationship. I love her so bad, but she treats me
my eyes. My burning sun will someday rise. So what am I gonna be doing for a while? Said I'm gonna play with myself. Show them how we come off the shelf. Chacun s'engage avec ses armes. Elle, la musique, c'est son moyen d'expression et elle le fait avec grandeur. La chanteuse Lana Del Rey qui revient avec Doing Time, un titre made in California, extrait de son 6e et nouvel album dans les bacs aujourd'hui, intitulé cet album Norman fucking Rockwell. Hein, c'est un titre donc et un album qui se veut aussi en colère. Elle sera de passage en Europe, Lana Del Rey, début 2020, et elle sera en concert à l'Accor Hotel Arena de Paris le 23 février. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. La puissance du féminin avec vous, Léonore Amiano, en écrivant. Est-ce que vous ressentez ce sentiment de puissance ? Ah oui, c'est même ce qui m'a poussé à continuer à écrire, d'avoir ressenti ce sentiment de puissance très tôt. Quelles sont aujourd'hui encore vos femmes puissantes, celles que vous admirez parce que se dégage de ce qu'elles sont ou de ce qu'elles font cette force, cette lumière que vous avez envie de communiquer aux autres maintenant en écrivant? Il y en a beaucoup et je suis en train de concevoir un projet pour leur rendre hommage. Alors ce sont souvent des musiciennes, Abby Lincoln, qui est une chanteuse de jazz, mais qui n'est pas une chanteuse comme tout le monde, parce que elle a aussi été une grande activiste, mais surtout, comme chanteuse, Abby Lincoln ne s'est pas limitée à interpréter le répertoire des standards comme les autres. Elle a eu besoin d'écrire ses chansons, de dire sa parole, de dire sa vision du monde, et elle a fait ça brillamment. Je ne comprends pas qu'elles soient si peu reprises. On a du mal à interpréter ces chansons apparemment. Mais elle a laissé un répertoire unique, qui est une parole féminine, une vision du monde à part, une belle sensibilité, une très jolie écriture, beaucoup de force et d'intelligence. J'aime beaucoup, évidemment, Toni Morrison, parce qu'elle fait partie des personnes qui m'ont sauvé la peau. Cet univers littéraire tellement intense, âpre, l'autorisation, la permission qu'elle s'est donnée de transgresser les tabous de sa communauté. Toni Morrison, quand elle publie son premier roman, L'œil le plus bleu, on l'accuse de donner une mauvaise image de l'Amérique noire, parce qu'elle décrit ça, l'inceste. Une petite fille, son personnage est une toute jeune fille qui est sexuellement agressée par son père. Et donc évidemment, c'est souvent le cas, quand les gens sont en situation de minorité, ils attendent que quiconque donne quelque chose qui ressemble à une peinture d'eux le fasse de façon à les rendre glorieux et toujours très beaux et magnifiques. Or, l'humanité, c'est aussi le crime et l'abjection. Et lorsque nous voulons seulement être beaux et magnifiques, on se soustrait un peu, on s'extrait un peu de l'humanité peut-être. Et donc il y en a beaucoup d'autres. La poétesse Sonia Sanchez, ce sont souvent des artistes, je m'aperçois. Voilà. Nina Simone, parce que Nina Simone me touche. Je vois une petite fille qui n'a jamais fini de grandir, alors que le monde entier ne voit qu'une activiste. Moi, je vois les blessures de la petite fille qu'on n'a pas trouvée jolie, qui voulait être pianiste, mais qui n'a pas pu l'être. Et cette espèce de, de blessure qu'elle a tenté de façon malhabile de guérir et qui n'a jamais guéri. Mais qui a peut-être donné cette intensité à son chant et à sa manière, sa manière d'occuper l'espace.
Enfin, elles sont tellement nombreuses, il faudrait que je fasse une liste. Mais d'ailleurs, c'est un projet, Oui, d'une c'est manière ou un d'une autre, de leur projet. rendre hommage, vous le disiez. Voilà. Toni Morrison, prix Nobel de littérature, disparu cet été, dont on entendra la voix tout à l'heure en ouverture de la deuxième partie de la Grande Table avec vous, Léonore Miano. Elle nous parlera de son envie de suggérer un paradis dont personne ne serait exclu. C'était dans son roman Paradise, Paradis en français. Et on en reparlera ensemble. Parce que créer un paradis, c'est un peu aussi ce que vous avez fait avec ce roman dont vous venez nous parler aujourd'hui, Léonora Miano, Rouge Impératrice chez Grasset. Dire aussi que on a parlé du féminin, mais que vous n'opposez pas le féminin au masculin. D'autres présupposés sur les hommes noirs aussi en France. Vous y avez répondu. Toni Morrison en ouverture de cette deuxième partie de la Grande Table avec Léonora Miano, la romancière en majesté, en grande invitée pour conclure et clore ensemble cette semaine. Suite donc de votre Grande Table du vendredi avec la romancière auteure en cette rentrée de Rouge Impératrice qui nous projette ce roman un siècle plus tard dans une Afrique réunifiée, un continent prospère où un groupe de réfugiés, les sinistrés, immigrés de la vieille Europe, se réfugient dans un entre-soi. C'est une fable politique aussi qui questionne à la fois la mémoire des peuples et nos obsessions nationalistes, nos crispations identitaires. Une fiction d'anticipation pour tenter d'envisager d'autres possibles. Catopia 2124. Est-ce que vous avez tenté, Léonora Miano, de créer ici ce que Toni Morrison vient d'évoquer, peut-être un paradis, mais un paradis pour tout le monde ? Est-ce que vous avez tenté de réfléchir aux conditions de ce qui serait ce paradis ? Disons que je commence à y réfléchir avec ce texte et je vois l'aboutissement de ce travail d'écriture dans, disons, 2 livres. Je- j'ai déjà une image assez nette de ce que pourrait être le paradis, mais on ne le voit pas encore tout à fait dans Rouge. Ici, il est seulement esquissé. Il faut que les forces positives triomphent. Or, on voit qu'il y a quand même quelques tensions. Alors, comment raconter ce projet politique que vous avez bâti là ? Unité, paix, autonomie, que faudrait-il pour y arriver ? Quelle est la force de cette utopie ? Ah, que faudrait-il pour y arriver en Afrique subsaharienne, par exemple ? Il faudrait une conscience de soi-même réhabilitée. Il faudrait faire la paix avec son passé. Il faudrait accepter le défi de la réinvention de soi, parce que je pense que, contrairement à ce que disent certains, le futur de l'Afrique n'est pas dans son passé, mais dans cette capacité à accepter les mutations de l'histoire et le défi d'avoir à inventer une nouvelle société. On est très tenté, en tout cas certains le sont beaucoup, d'essayer de retrouver des âges d'or qui auraient précédé la colonisation et donc de réactiver l'Afrique de ces époques. Mais justement, ces époques-là ne concernaient pas l'Afrique. Nous devenons l'Afrique au moment de la rencontre avec l'Europe. Quand je dis nous devenons l'Afrique à ce moment-là, c'est que le mot Afrique, ce nom qui est devenu celui de notre continent et le nôtre, nous est donné au moment de la rencontre. Avant ça, il n'y a pas d'Afrique. Nos ancêtres n'étaient pas des Africains. Nos ancêtres n'étaient pas des Noirs. Mais nous sommes devenus ça parce qu'on a une histoire avec d'autres gens et c'est une histoire qu'on ne va pas pouvoir effacer. Donc la question d'aujourd'hui, c'est comment vivre de façon apaisée, sereine, avec cette histoire qu'on ne va pas effacer, et puis en écrire une autre, déjà pour soi-même, une autre qui fasse par exemple que les relations entre populations subsahariennes ne soient pas, marquées seulement par l'empreinte coloniale, en tout cas ce qu'on a en partage, que ce ne soit pas seulement ce stigmate de l'histoire, mais plutôt un projet qu'on mettrait en œuvre tous ensemble et qui pourrait amener une meilleure fréquentation de nos cultures entre elles, qui existent très peu actuellement, voilà, de toutes nos sensibilités, de nos spiritualités aussi, qui sont diverses. Moi, j'aime beaucoup la spiritualité.
Donc voilà, ça pourrait être ça, en Afrique subsaharienne en tout cas. Mais de façon assez générale, moi, je suis plutôt fédéraliste. Hein. Que ce soit en Europe ou en Afrique, je suis plutôt pour mettre les gens d'office dans une situation où ils sont obligés de considérer qu'on est tous dans le même bateau. Parce que c'est ça la vérité. Il y a cette idée d'alliance, Ouais. mais quand on est fédéraliste, il faut trouver des éléments fédérateurs, en tout cas Ouais, c'est pas des facile. dénominateurs. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des points communs entre l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Cameroun, par exemple? Est-ce que ce concept d'africanité, ce mot de continent aussi Mhm. africain, a encore un sens pour vous aujourd'hui? Ah, là, j'ai une définition très négative de l'africanité, qui vient du fait que nous ne nous soyons pas encore suffisamment appropriés justement ce nom Afrique qui nous a été donné et que nous ne l'ayons pas suffisamment donc investi de nos propres aspirations. Que peut être l'africanité dans un tel contexte, sinon une série de désordres. Mais bon, ça va demander de travailler à un essai auquel je réfléchis pour pouvoir expliquer ces choses plus avant. Mais est-ce que toutes ces régions du continent africain ont suffisamment à voir entre elles pour qu'on les mette ensemble comme ça? Je pense que le roman présente bien deux visions du panafricanisme. Une qui considère que effectivement il y a des différences très marquées et qu'il faut travailler à trouver des raisons, comment dire, objectives. Et il y en a, d'être ensemble. Et il y a l'autre vision. Alors cette vision-ci, c'est celle d'Ilunga, qui est le chef de l'État. Et puis il y a l'autre vision qui est celle d'Igazi, qui est son ministre de la Défense, on va dire, et qui, lui, fonde le panafricanisme sur des questions, on va dire, identitaires et raciales. Je pense que cette vision-là est un petit peu pervertie dès l'origine parce que c'est faux. C'est faux surtout sur un continent où les gens ne se sont pas envisagés de façon raciale et où effectivement le Kikuyu du Kenya ne se sent pas d'office proche, je ne sais pas moi, du Douala du Cameroun ou du Moulouba du Congo. Hein. Donc il faut qu'ils trouvent des raisons objectives de travailler ensemble. Et elles existent. Mais Rouge Impératrice ne fait pas de réel politique. C'est un roman qui essaye de proposer d'abord une vision afin que justement nous puissions discuter concrètement du projet dans les espaces où ça doit se faire. Projet qui fait encore débat. Il y a 3 ans, le Sénégalais Felwine Sarr publiait Afrotopia. En parallèle avec Achille Mbembe, il lançait à Dakar les Ateliers de la Pensée où vous étiez pour cette première édition. Est-ce que l'imagination doit aujourd'hui résolument se tourner vers l'avenir? Est-ce que pour aller de l'avant, il faut s'interdire d'une certaine manière de relire le passé toujours dans les mêmes termes? En tout cas, il faut chercher d'autres mots, d'autres définitions pour parvenir à ce que Felwine Sarr appelle et que vous faites un peu dans votre roman, une sorte de synthèse heureuse entre les origines et les apports extérieurs. Il faut continuer à fréquenter le passé, on ne peut pas en faire l'économie, mais il ne faut pas s'enfermer dans le dolorisme et il faut éviter toute fidélité trop marquée au ressentiment, hein, parce que c'est souvent ça le problème. Considérer que aller vers l'avenir, ça voudrait dire avant tout rendre les coups, hein, par exemple, se venger. Et donc, quelque part, faire du tort aux autres, puisqu'on nous a fait du tort, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps et surtout, c'est quelque chose qui vous dégrade. Vous ne pouvez pas vouloir rendre ce qui vous a fait souffrir. Donc, il faut créer autre chose. Et ça suppose d'avoir suffisamment bien accepté son histoire, bien la connaître et l'avoir suffisamment bien acceptée. Je pense qu'on peut arriver à ce stade et qu'il faut simplement qu'il y ait suffisamment de gens qui le disent, que nous ne sommes pas morts, que nous avons traversé tout ce qui nous a été fait et que ça doit bien vouloir dire quelque chose.
Et il reste des éléments, des ingrédients de cette histoire qui ne se conjuguent pas encore au passé. C'est le cas notamment du franc CFA, qui est un héritage colonial ou post-colonial. Cette monnaie qui a été créée il y a 80 ans par les Français, toujours utilisée dans plusieurs pays, au Sénégal, en Côte d'Ivoire notamment, avec une retenue sur les exportations dues à la Banque de France. Il y a des pays d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui qui veulent changer de monnaie. Sur fond de crise migratoire, le ministre italien et membre du mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio, en janvier dernier, dénonçait cette mainmise de la France à travers la monnaie. Écoutez. Se vogliamo continuare a parlare degli effetti, continuiamo con la retorica sui morti in mare. Si on veut continuer à parler des effets, on ne continuera à parler que de façon théorique des personnes mortes dans la mer. Un fait qui, de toute évidence, est une tragédie pour laquelle j'exprime mes condoléances. Ceci dit, il faut aborder les causes. Si aujourd'hui nous avons des personnes qui partent de l'Afrique, c'est parce que certains pays européens, avec la France en tête, n'ont jamais cessé de coloniser l'Afrique. Il y a une dizaine d'États africains où la France imprime sa propre monnaie, le franc des colonies. Et c'est avec cette monnaie que l'on finance la dette publique française. Si la France n'avait pas ces colonies, car c'est ainsi que ces États doivent être appelés, les colonies africaines qu'elle est en train d'appauvrir, elle serait la 15e force économique du monde. Par contre, elle est parmi les premières forces économiques au monde grâce à ce qu'elle manigance en Afrique. Alors je ne voudrais pas faire l'hypocrite en parlant comme tous les autres, seulement des effets, mais j'ai plutôt décidé de commencer à parler exclusivement des causes. L'Union européenne devrait sanctionner tous les pays, comme la France, qui sont en train d'appauvrir les États africains et qui donc font partir ces personnes, car la place des Africains est en Afrique et non au fond de la mer Méditerranée. Voilà, je ne sais pas si le ministre italien est le meilleur avocat de ce pays. On n'a pas envie d'être d'accord avec lui, mais bon. Mais un peu quand même. Il n'a pas été tellement contesté en France, on n'a pas tellement démenti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste des instruments de la colonisation aujourd'hui toujours actifs? Oui, ça veut dire ça, mais ça veut dire surtout, alors je vais pas me faire des amis en disant ça, ça veut dire aussi qu'il y a une espèce de servitude volontaire, parce que la France n'a aucun pouvoir démiurgique. Les Africains sont tout à fait en mesure de prendre des décisions, et surtout s'ils le font collectivement. Je crois que si les 14 pays qui ont en usage le franc CFA avaient voulu déjà il y a longtemps quitter cette monnaie, ils l'auraient fait. Je ne vois pas du tout ce que la France aurait pu faire. C'est-à-dire que les monnaies coloniales ont existé dans d'autres pays qui les ont quittées, qui les ont abandonnées, notamment les pays du Maghreb, il y a longtemps. Voilà, donc c'est aussi une question de prise de responsabilité, d'acceptation de l'exercice de son propre pouvoir. Donc il y a une partie de l'Afrique subsaharienne, la partie francophone, qui a décidé de déléguer son pouvoir à la France parce que c'est confortable aussi, quelque part. Et que c'est une relation qui est très très complexe à analyser parce qu'elle est faite de toute cette histoire coloniale, politique, mais aussi de beaucoup d'affects. De beaucoup d'affects et très, très troubles. Il y a de l'amour, il y a de la haine, mais il y a beaucoup d'affects. Un grand attachement de part et d'autre, c'est pas une histoire complètement rationnelle. Parce que si ça n'était que rationnel, le franc CFA n'existerait pas. Et ce qui est proposé actuellement en remplacement de cette monnaie, notamment en Afrique de l'Ouest, l'éco, ce serait autre chose que un habillage du franc CFA par un nom nouveau. Parce que c'est ça, sur le fond, ça ne changera pas tellement. Mais c'est encore une fois parce que les Africains sont d'accord. Moi, je pense qu'il n'y a pas de liberté sans prise de responsabilité. Et je fais pas partie j'appartiens pas à la tribu géniarde. J'aime les miens avec exigence. Il ne faut pas jouer non plus peut-être avec ces affects. On a le sentiment que c'est encore le cas aujourd'hui, ou surtout qu'il y a les résidus d'un système qui reste encore ancré et qu'il n'est pas si simple dans toute sa complexité à faire disparaître. En novembre 2017, à l'université de Ouagadougou, au Burkina Faso, c'était devant un public étudiant qu'Emmanuel Macron avait pris la parole. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Interrogez-vous sur le sous-jacent psychologique qu'il y a derrière votre interpellation et l'enthousiasme que ça a créé.
c'est quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. C'était son premier discours sur le continent. Vous l'avez entendu ou interprété comment, Léonore Miano? Ouais, je l'ai trouvé très très détendu, un peu irrespectueux, mais il est jeune. Hein, il est plus jeune que moi. Donc, mais sur le fond, là, il n'a pas tort. C'est-à-dire que souvent, dans cette partie de l'Afrique, nous avons des désirs contradictoires. À la fois, nous voulons notre autonomie pleine et entière, notre autodétermination, et nous attendons toujours beaucoup de la France. En tout cas, certains d'entre nous sont toujours en train de réclamer à la France ceci ou cela. Donc il va falloir régler ce problème, et ça ne se règle pas du côté français, ça se règle à l'intérieur de nous. De toute façon, je pense vraiment ça, que ce qui peut détruire une société est d'abord au sein de cette société, ce qui la fragilise et ce qui permet donc que l'extérieur puisse avoir sur elle une emprise. Et donc moi je suis très tourné vers l'intérieur et vers ce qui rend possible l'éventuelle domination de l'étranger. Encore une fois, voilà, la France est peuplée de gens comme nous. Ils ont le même système cognitif. Enfin, ils ne nous sont pas supérieurs. Donc, on devrait pouvoir arriver à gérer nos affaires nous-mêmes. Mais le veut-on? Le veut-on vraiment? Alors j'en reviens à cette Katopia, ce continent Katiopa que vous imaginez pour ce roman, Léonore Miano, qui est donc dans son nom même porteur d'une utopie aussi. Vous l'avez bâti comment, ce projet politique? Qu'est-ce qu'il faudrait pour imaginer un continent africain heureux, fier de lui-même, qui puisse aussi être autonome, comme vous le décrivez? Mais d'abord, ça se prépare, ça se fait pas du jour au lendemain. On voit que les personnes qui mettent en œuvre ce projet d'unification d'une grande partie du continent africain. Ça se fait sur plusieurs générations. Voilà, sur plusieurs générations, parce que justement, il a fallu d'abord apprendre à se penser différemment. Hein, à pas demander au président de la République française de résoudre les problèmes d'électricité. Par exemple. Voilà, se penser différemment, et ça prend du temps parce que il y a des représentations de soi négatives qui ont été intériorisées, et que si on ne règle pas cette question-là en premier, évidemment, on ne peut régler aucun autre problème, puisque le monde qu'on bâtit autour de soi émane de la vision qu'on a de soi, les rêves qu'on fait pour soi-même ont à voir d'abord avec ça, hein, avec ce qu'on croit être. Donc il faut régler cette question. Donc effectivement, on a travaillé durablement à régler cette question, et ensuite on s'est mis aux travaux pratiques. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, puisque on ne va pas pouvoir demander gentiment aux multinationales de partir comme ça, elles vont pas le faire. Bien, dans le livre, on dit qu'ils l'ont fait par la force. Dans le livre, ils l'ont fait par la force. Encore une fois, c'est pas de la réelle politique. Les politiques répondront à la question comment il faut faire. Mais on est soumis sur ce continent à beaucoup d'accords internationaux, par exemple, qui sont pour les populations des accords iniques parce qu'ils les privent de leurs ressources. Alors un accord, même international, c'est un contrat. Donc on doit pouvoir y mettre un terme. Et c'est ce que les gens qui dirigent ce Katiopa unifié ont fait, parce qu'il fallait récupérer ce qui est à soi. Et donc pour eux, ça passe aussi par une phase un peu d'autarcie. Alors ça, j'ai choisi de le mettre en place dans le texte parce que j'ai vu que ça revenait beaucoup dans la pensée des jeunes gens en Afrique quand on parle d'avenir avec eux. Ils sont convaincus que pour retrouver des forces, se protéger
et être à nouveau capable d'affronter le monde, il va falloir passer par une phase un peu de clôture comme ça. Donc je l'ai intégré pour voir si moi-même j'y croyais, et puis pour voir surtout, puisque je vais poursuivre le travail sur cet espace, voir si je pouvais tenir ça longtemps. Alors que je suis tellement, comme diraient les gens d'extrême droite, tellement mondialiste. Et vous pensez aussi la question technologique à travers ce projet. Vous pensez aussi la question écologique et environnementale. Oui, qui sont des questions fondamentales aujourd'hui. Aujourd'hui et demain encore plus. Encore plus. De toute façon, on voit dans le texte que le continent a perdu un peu de sa superficie à cause de l'érosion côtière, qui est d'ores et déjà à l'œuvre. Donc on a une partie de la côte atlantique qui a un peu disparu. Et je pense qu'il y aura d'autres drames et qu'on n'y fait pas suffisamment attention. Léonora Miano est notre invitée jusqu'à 13h30 pour l'heure France Culture. Il est 13h17. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Une société forte, prospère et autonome doit aussi savoir accueillir. C'est cette question de l'accueil, des identités, de la diversité que vous posez également dans ce roman, Léonora Miano. Alors ça pourrait se résoudre très simplement avec une réponse qui serait faite aux nouveaux arrivés, comme celle qui a été faite une fois en France. Là, Katiopa, tu l'aimes ou tu la quittes. C'est ce que le chef Ilunga adresse à ces nouveaux compatriotes qui ont du mal à s'intégrer à un moment. Mais on peut aussi imaginer d'aller voir plus loin. C'est ce que vous avez tenté de faire à travers un renversement dans ce roman. Comme aujourd'hui, des migrants quittent le continent africain pour venir sur le sol européen chercher refuge. Dans votre roman, ce sont des Européens, des migrants de la vieille Europe qui viennent se réfugier dans ce nouveau continent, sur ce nouveau continent prospère qu'est la Katiopia. Les sinistrés, écrivez-vous, avaient établi leur résidence dans un univers parallèle, leur procurant réconfort et sécurité. Les plus radicaux n'exprimaient pas ouvertement leur détestation du monde qui les entourait. Revendiquer, faire entendre sa colère dans l'espace public, c'était encore reconnaître que l'on entretenait avec les autres une relation même viciée. Se cantonner à des espaces communautaires, c'est tourner pour jamais le dos à ceux dans lesquels on refusait de voir des semblables. Cette colère, vous l'avez, entendu, cette saine colère, s'exprimer récemment en France, l'importance de donner de la voix pour certains qui ne se sentiraient pas totalement là, mais qui décident encore de porter cette parole dans l'espace public. Oui, bien sûr. Alors, la question des minorités est de plus en plus prégnante dans la société française et elle est mal acceptée parce que c'est une société qui ne voulait pas se voir comme ça multiple sur le plan ethnique, mais aussi sur le plan des sensibilités, notamment à l'histoire de la société et à sa manière d'exprimer son identité. Mais la France est un pays particulier, donc elle ne peut pas demander à ces minorités ce que d'autres pays pourraient leur demander. Ce pays-ci se déploie sur 3 océans. Donc ça veut dire que ce qu'on oublie souvent quand on aborde ces questions, ça veut dire que la France n'est pas uniquement européenne. Même s'il n'y avait pas d'immigrés en France, il y aurait des populations de l'océan Indien, d'Amérique du Sud avec la Guyane, des populations de la Caraïbe avec les Antilles. Et tous ces gens ne sont pas des Occidentaux et ils ne vont pas le devenir. Donc la France d'office, c'est un pays qui n'est pas uniquement occidental et qui doit donner la place à toutes ces présences. Quand, par exemple, le pays définit son identité, il ne peut plus la définir comme uniquement européenne. Moi, j'attends une Marianne qui ait les traits d'une femme kanak, pourquoi pas, ou d'une femme amérindienne de la Guyane française. On n'a jamais vu ça. Quand il y a le défilé du 14 juillet, moi j'aimerais bien voir toutes les populations qui font la France, et pas seulement l'armée, que ce soit pas juste un défilé militaire. Donc il faut faire la place non seulement à toutes ces présences, mais aussi à ce qu'elles portent en termes de culture et à leur manière de voir l'histoire, leur vécu de l'histoire.
ces populations qui ne sont pas issues de conquérants ont une lecture de l'histoire qui n'est pas la même que tout le monde, et il faut voir comment on arrive à concilier tous ces discours pour écrire ce qu'est la France, la France de demain, qui ne pourra pas... je n'imagine pas que on renonce à la Guyane et que demain on aille lancer Ariane depuis la Creuse. Je pense que ça n'arrivera pas. Et donc il faut faire quelque chose quand même pour que tout le monde se sente pleinement, même pas accueilli. Les gens n'ont plus à être accueillis, ils sont chez eux. Sauf qu'il y a ici, en France, et au-delà, parce que ce sont des idées qui sont aussi en train d'essaimer des peurs engendrées par cette arrivée. Et on appelle ça cette idéologie du grand remplacement, défendue par divers groupes et intellectuels en Europe aujourd'hui. On va écouter un extrait d'un clip promotionnel de ce mouvement identitaire en Allemagne. Nous nous battons contre le grand remplacement. Nous ne sommes pas sans cœur, mais nous ne sommes pas non plus sans cervelle. Nous combattons les causes de la crise actuelle, la globalisation et l'uniformisation du monde. Tous ceux qui ont exploité des peuples du monde entier durant des décennies et qui aujourd'hui se présentent comme des sauveurs. Nous n'acceptons plus l'hypocrisie de l'establishment de gauche. Sortez de votre zone de confort et regardez-vous dans le miroir. L'amour de notre propre identité est la clé de notre succès. En inversant les représentations, en opérant cette inversion dans votre roman, Léonore Amiano, ce sont aussi ces discours et cette pensée que vous vouliez combattre? Combattre, peut-être pas, mais en tout cas interroger, parce que je suis... Alors, le discours allemand est un peu différent du discours français. On entend rarement les tenants du grand remplacement en France... mentionner clairement que il y a eu de l'exploitation et que peut-être c'est cette exploitation qui fait venir les gens aussi. Il y a eu de la domination épistémologique qui fait venir les gens aussi. Ce ne sont pas seulement leurs conditions actuelles, c'est aussi le monde qu'on a façonné pour eux, puisque l'Europe de l'Ouest, en se déversant sur la planète, l'a complètement aussi reconfigurée. Mais si vous voulez, moi, ce qui m'étonne beaucoup dans ce discours... c'est justement la peur que vous avez évoquée, cette peur de l'autre, quand on appartient à une civilisation qui a conquis le monde. Et qui, même si elle a aujourd'hui des compétiteurs sur le plan technologique, militaire, économique, reste absolument dominante sur le plan épistémologique, à un point tel que on ne peut la combattre manifestement qu'avec les armes qu'elle a forgées. Ça s'appelle un triomphe. Et quand on a à ce point triomphé, je ne comprends pas qu'on refuse de payer le prix du triomphe. Parce que c'est ça, en fait. Ce dont ils se plaignent d'être envahis, de voir leur culture dissoute. Vos ancêtres ont voulu posséder le monde, mais vouloir posséder le monde, c'est s'exposer à être possédé par lui. Et c'est ça qui arrive. Et quelle devait être la suite de cette aventure de ces conquêtes, sinon ce qui arrive aujourd'hui? On a fabriqué à travers le monde des gens qui ont rêvé d'Occident. Des gens qui, quand ils se déplacent, en tout cas pour certains d'entre eux, qui ne sont pas la majorité, par exemple si on parle des Africains qui se déplacent, plus de 80% d'entre eux restent sur le continent africain. Mais les autres, ceux qui viennent ici par exemple, c'est aussi parce qu'on a planté en eux un désir, une sorte de rêve donc de connaître cet endroit, plus qu'un autre, puisque c'est ici qu'ils viennent. Et comment ne pas se rendre compte que qu'on a une responsabilité là-dedans et qu'on en a bien profité de cette domination intellectuelle et sensible.
Mais cette domination, elle s'est aussi faite sur une hiérarchisation des humanités, sur une catégorisation des hommes. Vous revenez d'ailleurs souvent sur cette question des catégories raciales, blanc, noir, des catégories peut-être inutiles et réductrices, en tout cas assurément à vos yeux aujourd'hui. Il y a un travail très intéressant qui a été fait récemment par une historienne afro-américaine, Nell Irving Painter, qu'on recevait autour de notre grande table. Cet ouvrage s'appelle Histoire des Blancs, et elle s'est attaquée, elle, à cette impensée de la question blanche. Elle retrace dans ce livre une histoire intellectuelle de la blancheur comme construction sociale, politique et culturelle. Je vous propose d'en écouter un extrait. C'est une manière de parler des Blancs qui les assimile tous dans un seul groupe. Ça, c'était très puissant comme notion. Malcolm X était le second orateur favori des étudiants sur tous les campus des universités. Ses conférences étaient très puissantes et influençaient beaucoup de gens. Il a influencé beaucoup de gens sur le plan politique. Et quand Malcolm X disait l'homme blanc, le diable blanc, il ne faisait pas de distinction entre tous ces blancs. Mais cela, c'était une réponse, oui, ça c'était dans les années 70, 1970. Et les Blancs rétorquaient, mais on n'est pas blanc, on est irlandais, on n'est pas blanc, on est italien, on est grec, on n'est pas blanc. Voilà, remettre de la nuance, mais aussi travailler sur la question des identités aujourd'hui encore, montrer comme elles sont multiples et diverses, et influer sur les représentations. C'est très important. C'est très important parce que c'est ça qui est le ferment, c'est ça qui maintient le racisme dans nos sociétés aujourd'hui. C'est que les gens ont hérité de représentations anciennes qu'ils n'interrogent pas, mais qui pour eux sont la vérité et légitimes donc de certains actes. C'est un travail qui n'est pas si difficile à faire, mais c'est un travail sérieux et qui doit être entrepris avec l'idée vraiment du bien-être commun. Voilà, l'idée du bien-être commun, l'idée des enfants qui grandissent aujourd'hui et du monde qu'on veut leur laisser. Et c'est un travail que vous allez continuer à faire, Léonora Miadet, que vous avez déjà bien entamé dans vos précédents romans et dans ce Rouge impératrice qui paraît chez Grasset et qui aura donc probablement un tome 2 et un tome 3. Oui, sûrement. Pour la trilogie. Oui, sûrement. Merci mille fois d'être venu fermer cette semaine de la Grande Table avec nous. Et un grand merci à toute l'équipe de l'émission qui a préparé et programmé cette semaine encore la Grande Table. À Maya Neskovic, un an de plus, joyeux anniversaire. À Oriane Delacroix, bon anniversaire Maya, à Laura Dutèche-Pérez et à Henri Leblanc. À la réalisation aujourd'hui c'était Gilles Blanchard, à la technique c'était Cindy Legrumelec et à la vidéo Jean-Guilain Mage. Tout cela avec l'aide précieuse de François Béus et de Sophie Marty. Je vous souhaite un très bon week-end sur France Culture et rendez-vous lundi.